Information de la journée, Vladimir Poutine annonce une nouvelle trêve. Le président russe propose la suspension des actions militaires pendant 3 jours. Et ces 3 jours, évidemment, ne sont pas choisis au hasard. Vous allez les découvrir, regardez. Il l'a fait savoir via un communiqué du Kremlin à partir de minuit entre le 7 et le 8 mai. Et jusqu'à minuit entre le 10 et le 11 mai, la partie russe annonce un cessez-le-feu. En cas de violation du cessez-le-feu par la partie ukrainienne, les forces armées russes fourniront une réponse adéquate et efficace. Ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce qu'il y a entre le 8 et le 10 ? Il y a le 9 mai, vous le savez, ce grand rendez-vous annuel très cher à Vladimir Poutine pour commémorer la fin de la grande guerre patriotique. Et cette année, ça correspond aux 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'analyse du colonel Pierre de Jong. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Ravi de vous retrouver, ça faisait longtemps. Consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Thémis, on le rappelle. Aline Lebaille-Kremer, bonjour. Bonjour. Journaliste, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Juste, Aline, comment vous interprétez les choses ? Est-ce que là, ça veut dire que la balle est dans le camp des Ukrainiens ? Non, parce que les Ukrainiens ont exprimé leur acceptation d'un cessez-le-feu le 11 mars dernier à Jeddah. Ils acceptent un cessez-le-feu sans condition, sur proposition des États-Unis. La terre entière travaille à ce que ce cessez-le-feu inconditionnel soit opérationnel. La Russie, manifestement, n'en veut pas. De toute façon, la Russie veut la guerre. Donc, ce que veut Vladimir Poutine avec cette annonce quelque part décorum, c'est une posture autour de cette date, évidemment, hautement symbolique, hautement instrumentalisée, hautement importante dans ce que travaille Vladimir Poutine de façon obsessionnelle en permanence, à savoir la réécriture et l'instrumentalisation de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va très clairement dans cette direction-là, tout comme la messe de Pâques a été instrumentalisée pour lui conférer une posture d'homme de paix qui, dans sa bonne générosité, va peut-être éviter une nuit ou deux d'aller envoyer des missiles sur les villes ukrainiennes, mais de rappeler que depuis que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu total, inconditionnel, ainsi que pour répondre à la proposition des États-Unis, il y a 8500 bombes, 200 missiles balistiques et de croisière. Et donc il y a vous n'apportez 3000 drone Shahed qui sont tombés en priorité et en majorité sur les civils ukrainiens. Donc la trêve est une annonce de communication politique qui lui permet d'adopter une posture aussi pour son opinion publique, pour adoucir un peu le personnage et faire de ce grand événement qui n'a que cesse de cibler. C'est de la com pour vous. Vous l'avez vu rentrer sur le plateau. Sébastien Boussois, bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques, directeur de l'IGE, Institut géopolitique européen, auteur de Donald Trump, Retour vers le futur aux éditions Mareuil. On va revenir vers vous dans un instant parce qu'évidemment la Maison-Blanche a réagi. Et vous imaginez que ça ne lui plaît pas forcément beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord ? Colonel, c'est de la com ? Oui, pour renforcer effectivement, mais même plus loin que ça, je considère que tout ce qui se passe depuis à peu près 2-3 jours autour de Trump et de Poutine, c'est une séquence communication. C'est comme ça que ça s'appelle. On oublie toujours que Poutine, c'est un homme politique. Donc il a une séquence communication dans laquelle il va intégrer la commémoration, de la victoire de la Grande Guerre, le 80e anniversaire. Il va intégrer l'affaire des Coréens qui viennent d'annoncer qu'ils sont en combat, etc., etc. Enfin, tout ce qu'il y a autour de la Russie est une séquence communication qui vise en fait à faire quoi ? Qui vise, à rassurer et peut-être à dire au peuple russe que quelque part ça va se calmer, qu'il va trouver peut-être une solution. Il va on n'en sait rien évidemment, peut-être trouver il va lâcher du lest en disant voilà, on va commencer à négocier avec les Américains, ce qui est pas impensable. La deuxième idée, c'est un message adressé également à Trump, qui est visiblement assez marri de ce qui se passe depuis quelques semaines, puisqu'il le dit ouvertement urbi et orbi, enfin en tout cas depuis la séquence de samedi dans le Saint des Saints catholique. Donc en fait personne n'a pu mentir à ce moment-là, j'imagine. Donc bilan de l'opération, donc il a eu touché par la grâce, il a compris peut-être que Poutine le manipulait. Donc tout ça fait qu'on verra comment on s'en sortira, et on le verra ça à partir du 10 ou du 11. C'est pour ça que Trump il dit le mot 15 jours. On voulait l'interpréter avec vous tout à l'heure. Pourquoi il dit 15 jours effectivement. J'étais un peu non mais à chaque fois comme si vous connaissiez l'émission à l'avance. Non mais c'est très intéressant ce que vous dites. Alors le défilé militaire du 9 mai, regardez, donc c'est en haut à gauche de votre écran. C'est un grand rendez-vous pour Vladimir Poutine. Chaque année, il célèbre la grande guerre patriotique et la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors d'un grand défilé sur la place Rouge. Et donc cette année, ça correspond aux 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on imaginait qu'il voulait encore
une fête grandiose. Il a invité plusieurs pays à y participer, dont la Corée du Nord cette année. Et donc peut-être qu'il veut être un peu tranquille sur le front ukrainien pendant ce temps-là. Mais ce n'est pas suffisant pour la Maison-Blanche. La porte-parole de Donald Trump, il y a un instant, s'est exprimée. Donc Washington se dit insatisfait. Washington désire toujours un cessez-le-feu permanent pour un accord global. C'est rien de le dire, d'être insatisfait, et surtout pour un Donald Trump qui avait promis une paix assez rapide. Il se rend compte évidemment à quel point il a maille à partir avec son ami Vladimir, et qu'en fait on voit bien qu'on est dans une guerre hybride traditionnelle avec une grosse opération de communication derrière. J'accorde moins d'importance aux ce que j'appellerais presque des micro-événements, y compris ce qui s'est passé samedi entre Trump et Zelensky, parce qu'on a toujours tendance à rebondir en essayant de lire dans le mar de café de ce qui peut se passer. Fondamentalement, objectivement, personne n'en sait fichtre rien ce vers quoi on évolue. On a effectivement cette trêve de 2 à 3 jours qui est de toute évidence pour permettre à Vladimir Poutine de revenir en force d'un point de vue cérémoniel, si je puis dire, et d'un point de vue symbolique, parce que ce 9 mai, c'est effectivement la victoire contre les nazis. C'est fort en symbole, évidemment, par rapport à ces accusations assez farfelues concernant les Ukrainiens. Et puis, il y a... C'est pas un geste. Vous voyez pas un geste de Vladimir Poutine vers les Américains en disant regardez, on peut faire ça aurait pu être un geste à partir du moment où on aurait davantage avancé dans le processus de dit cessez-le-feu. Et je vous rappelle quand même qu'au mois de janvier ou février, Donald Trump, lapsus, avait quand même imaginé venir sur la place rouge pour voir son ami Vladimir, mais également pour pouvoir participer à cet événement, en tout cas sur le symbole fort qu'il peut représenter. Cet événement n'a pas eu lieu pendant 4 ans, et l'importance des personnes qui seront présentes est aussi très forte pour Poutine, pour également montrer, encore une fois, qu'il n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, si isolé que ça, que même si la Chine n'a jamais ouvertement soutenu ou condamné le conflit avec l'Ukraine, le président chinois sera là. Je rappelle quand même que le président brésilien, avec beaucoup de personnes en Europe qui étaient ravies de son retour, sera quand même présent à Moscou le 9 mai. Donc il n'est pas isolé. On a effectivement un certain nombre de dirigeants, je crois une quinzaine, une vingtaine, qui seront présents le 9 mai. Et c'est aussi une opération pour Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas acculé, qu'il n'est pas au bord de l'effondrement et qu'il a encore de la réserve et de la ressource, contrairement pour le moment évidemment à l'Ukraine. Alors l'Ukraine qui a réagi aussi et qui désire, elle, de son côté, parce qu'il y a Vladimir Poutine qui le dit à un moment donné dans son communiqué, la partie ukrainienne devrait rejoindre le cessez-le-feu. La réponse du ministère des Affaires étrangères, regardez, si la Russie souhaite réellement la paix, elle doit cesser le feu immédiatement. Pourquoi attendre le 8 mai, donc c'est-à-dire la semaine prochaine? Si le feu peut cesser maintenant et à n'importe quelle date pendant 30 jours, il est réel et pas seulement pour la parade. L'Ukraine est prête à soutenir un cessez-le-feu durable et complet, et c'est ce que nous proposons constamment pour au moins 30 jours. Là, ils sont plus proches des Américains, les Ukrainiens, que ne l'est Vladimir Poutine. Les Ukrainiens ont accepté une proposition américaine sur la question du cessez-le-feu. Les Ukrainiens travaillent pour le cessez-le-feu pour des raisons évidentes dans le processus, mais aussi parce que, d'un point de vue strictement urgence létale, les frappes tuent toutes les nuits en Ukraine. Donc, il y a aussi un besoin, d'ailleurs, ce qui a été probablement, selon certaines sources, évoqué dans cette fameuse discussion en direct. C'est important parce que c'était en direct cette scène spectaculaire qu'il y a eu au Vatican, c'est la question de la défense aérienne. L'Ukraine a une faiblesse d'un point de vue militaire, une urgence absolue sur la question de la défense aérienne. Donc, évidemment, quand il est question de cessez-le-feu inconditionnel et total, l'Ukraine soutient. L'Ukraine envoie des gages de bonne foi, si vous voulez, et y compris parce que c'est un des objectifs des Ukrainiens que de démontrer la vérité. C'est-à-dire que l'obstacle à la paix et qui veut la guerre, c'est la Russie. Ce n'est pas l'Ukraine. Donc il y a tout ça qui se joue. La question est de savoir si Donald Trump commence à en être convaincu ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de gens d'un bout à l'autre du monde occidental qui travaillent depuis des semaines H24, 7 sur 7 pour essayer de casser la bulle informationnelle de propagande russe qui règne à Washington, involontaire, qui règne dans une partie de l'administration Trump, et de lui essayer de faire entendre ce qu'il se passe vraiment, de ce qu'il se passe vraiment au Kremlin, les intentions du Kremlin, et surtout ce qu'il se passe sur le terrain.
Donc il y a énormément d'énergie, de ressources humaines, de ressources intellectuelles qui sont dédiées vraiment dans un effort. Ah mais oui, mais bien sûr. C'est quoi, ça passe par les voies diplomatiques? Ça passe par des voies diplomatiques, ça passe par des visites de chefs d'État. On a vu passer quand même dans ce bureau ovale depuis la fameuse scène du 28 février des Finlandais, des Norvégiens, des Italiens. Il y a aussi des canaux téléphoniques, il y a beaucoup de moyens de communication. Donc ce qui s'est passé aussi, ce qui a été noté par beaucoup d'observateurs ukrainiens, c'est que cette scène dans cette basilique, cette scène spectaculaire, en fait, c'est aussi bien passé parce qu'il y avait un lien direct entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Ne pas sous-estimer non plus que très concrètement, quand il y a eu dernière proposition de trêve des Russes, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Ils ont menti, ils ont violé le cessez-le-feu à Pâques, bien sûr, comme ça avait été le cas déjà à d'autres fêtes religieuses comme Noël en 2023. La Russie n'a pas cessé le feu. Et ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, ce qu'il faut sous-estimer, pardon, je finis là-dessus, c'est que les frappes sur Kiev, qui étaient absolument faciles à comprendre, même pour un débutant en géopolitique, c'était une force militaire qui tape sur des civils et qui cause la mort d'enfants. Et ça, aux États-Unis, il y a quand même eu une émotion dans la société, d'un point de vue de la presse, de quand même à certains endroits des républicains ou des forces républicaines traditionnelles, et il y a quand même eu un problème. Donc il y a ça qui se joue, il y a beaucoup de paramètres qui se jouent autour de cette scène. Est-ce que vous êtes d'accord, parce qu'on reprend le vocabulaire de Donald Trump lui-même, qui dit, bon, je ne sais pas si Vladimir Poutine n'est pas en train de me balader. Est-ce que Poutine est en train de balader Donald Trump de trêve en trêve? Il promet une petite trêve par-ci, une petite trêve par-là. Alors, le vrai problème, c'est qu'en fait, il y a en dehors de l'émotion, des bombardements, de tout ce qui se passe, etc., sortons de ça, essayons d'analyser la situation. Le problème, c'est que on peut pas aller vers une paix, très concrètement, sans passer d'abord par un cessez-le-feu, après une trêve, et après une paix. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce qui veut dire que quand on arrête les combats, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de conditions. On considère que c'est un cessez-le-feu, on dit on arrête le combat, on pourrait avoir le temps de discuter. À l'issue de ça, on est d'accord sur les principes, on met en place une trêve qui va durer un certain temps, et là, on commence à discuter sérieusement sur les conditions. Et en finale, c'est la paix. On voit que la semaine dernière, Trump a lancé un traité de paix qui était inacceptable, mais tant pour les Européens que pour Zelensky. C'était inacceptable. Les conditions proposées par Trump étaient exactement les propositions russes. Donc ça collait pas. Donc le problème aujourd'hui, le suivant, c'est qu'en fait la Russie, elle est sur sa mécanique générale qu'elle a entamée il y a plusieurs années, qui est en fait du contrôle de tout ou partie du territoire ukrainien pour s'assurer un glacis. Maintenant, les conditions des uns et des autres, je pense qu'ils s'en désintéressent totalement. Donc Trump n'est pas baladé. Trump a cru potentiellement que Poutine pouvait éventuellement rentrer dans un schéma intellectuel. Et là, il découvre que pas du tout, que Poutine est sur sa propre logique, que c'est une logique guerrière, mais également diplomatique. Que Lavrov, c'est pas le dernier de la classe. Donc Lavrov a des messages contradictoires entre le chaud et le froid en permanence. Je veux dire, c'est qu'il y a une diplomatie extrêmement active, avec une armée qui est extrêmement aguerrie, qui est même plutôt consistante. Et aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont que le poids du courage des Ukrainiens, de l'armée ukrainienne et de Zelensky lui-même pour résister. Je veux dire, très concrètement, les Ukrainiens ont absolument besoin d'un arrêt des combats, puisqu'ils sont en situation extrêmement difficile, alors que les Russes n'ont pas du tout besoin d'un arrêt de combat. C'est tout le problème. Est-ce que Donald Trump, finalement, commence pas à en avoir un petit peu assez? Ça l'agace. Il pensait bien faire un bon coup. Et vous allez pouvoir réagir. Écoutez-le quand même ce week-end, parce qu'il nous semble qu'à un moment donné, trop c'est trop, ça suffit, quoi. Le président Zelensky m'a dit qu'il avait besoin de plus d'armes. Il m'en demande depuis 3 ans. Il a besoin de plus d'armes, on verra bien. Maintenant, je vais voir ce qu'il se passe avec la Russie. J'ai été surpris et déçu, très déçu qu'ils aient bombardé à plusieurs reprises après nos discussions. Voilà, j'en ai un peu marre que le président ukrainien me demande toujours la même chose. Et puis Vladimir Poutine, il me déçoit. Mais on voit bien que Trump est coincé entre le marteau et l'enclume, sans jeu de mots. Du point de vue diplomatique russe, il y a une forme d'unité et de camp avec finalement peu d'intervenants et toujours les mêmes. Du côté américain, c'est beaucoup plus compliqué au sein même de l'administration actuelle, parce qu'on a un Serge Witkoff qui avait tendance effectivement à tout livrer aux Russes. Donald Trump l'a soutenu largement et continue encore à le soutenir, avec une petite nuance. Donc un coup Trump est dedans, un coup il n'est pas dedans, un coup il voit directement Zelensky, un coup il a Poutine au téléphone mais il ne l'a toujours pas vu en direct. Witkoff va effectivement au charbon et passe 2 heures, 3 heures et demie avec le président russe. Et puis vous avez à côté
les éléments dont on a parlé il y a peu de temps, c'est-à-dire ceux qui considèrent que Witkoff et Trump sont un peu trop pro-russes. Oui. Et vous avez donc du coup Marco Rubio, qui est quand même un peu énervé d'être marginalisé sur le dossier depuis un petit bout de temps, le secrétaire d'État. Ouais. Et vous avez le dindon de la farce, Keith Kellogg, qu'on a considéré, le fameux émissaire spécial, considéré comme l'homme de Moscou pratiquement. Mais j'ai fait, par curiosité, j'ai eu le temps, dans le taxi à Paris en général, on a le temps de peaufiner ces informations. On regarde Keith Kellogg sur Google, en réalité, on n'a quasiment pas d'informations, quasiment pas d'actualité. Cet homme-là, qui était censé être, je dirais, le maillon fort, est devenu le maillon faible. Ouais. Et vous avez Marco Rubio, qui s'entend pas du tout avec Witkoff. Et donc tout ça crée une forme de magma, dans une sorte de cour de récréation, avec des adultes ou pas dans la pièce, comme on a tendance à reprendre l'expression, et pour lequel, à un moment ou un autre, Trump sonne la fin de la récré et revient dans le dossier, et finalement toutes les choses changent. Qu'est-ce que vous dites? Il est en train de sonner la fin de la récré, c'est-à-dire qu'il reprend les choses en main. Lui, personnellement, il voit bien que ça n'avance pas au rythme où il voudrait que ça avance, et donc il se dit que en père, en pater et chef un petit peu de toute cette équipe, c'est finalement lui qui va décider in fine. Décider, mais on le voit bien. On voit au départ, tout le monde était d'accord dans l'équipe américaine, clairement, pour donner à Poutine le fait que Zelensky s'en aille. Et puis maintenant, ça a un petit peu changé. Sur la Crimée, les choses ont aussi un petit peu changé. Maintenant, il veut effectivement imposer le fait que la Crimée soit russe, ce que ne veut pas Zelensky. Mais ça fait 3 ans qu'on discute de toutes ces questions-là et que tout est quelque part coulé dans le marbre. S'il y a une volonté de la part des 3 parties, de toutes les parties, s'il y a une véritable volonté, tout ça serait déjà réglé. Il y aurait effectivement plus de morts et on serait dans un véritable processus de réconciliation. On est loin de ça parce que c'est un pas en avant, un pas en arrière, avec, à mon avis, trop d'intervenants qui interfèrent. Alors, un pas en avant, un pas en arrière de la part du Kremlin, effectivement, illustration concrète ce matin, avec 2 voix officielles. L'un est ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, comme vous dites, est très expérimenté, et donc il parle de ces conditions de négociation, parce qu'il y a des conditions selon lui, et c'est quoi? C'est la reconnaissance internationale de l'appartenance de la Crimée, de Sébastopol, du Donetsk, de Louhansk, de Kherson, de Zaporijjia, et donc ça doit être reconnu comme russe, totalement russe. Et puis quoi? Même pas 1 heure après, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, dit il n'y a aucune condition. Écoutez, on va l'écouter. Le président Poutine a confirmé que la partie russe était prête à débuter un processus de négociation avec l'Ukraine, sans aucune condition préalable pour parvenir à une issue pacifique. Sans condition préalable. Et donc, pour les Russes, c'est acté cette histoire en fait. Je pense que quand Peskov dit ça, j'ai le sentiment que lui, de toute façon, il est la voix de son maître et il considère clair et net que la Crimée et les oblasts, c'est réglé. Donc il n'y a plus de... Les conditions, elles sont acquises. Donc en fait, ils disent la même chose. Mais du côté russe, c'est évident. Du côté russe, c'est réglé. Ils ont réduit militairement, ils ont conquis militairement une zone qui leur appartient. Voilà. Historiquement, en plus, il y a un discours historique qui est mis autour de ça. Donc pour eux, c'est acquis. Après, c'est les conditions du retour à la paix. Baisse des sanctions, etc. etc. Ils sont sur un modèle après la guerre. Alors qu'en fait, les Ukrainiens sont sur un modèle dans la guerre. Eux, ils veulent que ça s'arrête et trouver des solutions acceptables par rapport à la Crimée, aux 4 oblasts qui sont occupés. Mais c'est pas gagné parce que les Russes, c'est quand même une grosse machine de guerre. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelque temps? C'est en fait cette espèce d'appui asiatique qui est derrière. Il y a Xi Jinping qui va aller sur la place rouge le 9 mai, il y a les Nord-Coréens, il y a des appuis, comme vous dites fort justement, il y a des appuis avec lui, donc il n'est pas tout seul et il le démontre. Et est-ce que Trump peut oublier les appuis qu'a aujourd'hui Poutine? Je ne crois pas. Non. Il est dans un jeu mondial qui est très compliqué. Ouais. Aline, je vous vois bouillir. D'un point de vue strictement militaire, il y a beaucoup de choses qui sont réécrites et qui ne correspondent pas à la réalité, parce que de rappeler quand même que très complexe comme question, mais enfin les Russes n'ont toujours pas pris une ville comme Pokrovsk, qui n'est pas une ville majeure ukrainienne, c'est pas une grande ville. Ils auront mis des mois à essayer de l'approcher, à essayer de la conquérir. Elle n'est toujours pas. Je me rappelle en septembre dernier, tout le monde disait que Pokrovsk va se tomber demain matin, la semaine prochaine. On est presque début mai. Voilà, et en fait, ils n'ont pas réussi. Donc, d'un point de vue strictement militaire, la situation est un peu plus compliquée. En revanche, je le répète, l'urgence absolue de l'Ukraine, parce que ce ne sont pas exactement les
les mêmes valeurs qui sont défendues de part et d'autre. Le problème de l'Ukraine, c'est la défense aérienne, c'est comment ils protègent les civils, parce qu'en réalité, même avec l'aide nord-coréenne, les Russes n'arrivent pas à prendre la moindre ville majeure. Ils ont détruit Mariupol, oui, au tout début, mais ils n'ont pris aucune ville majeure ukrainienne depuis. En revanche, ils se vengent sur les civils et ils essayent d'instituer la terreur. Voilà, on en a beaucoup parlé sur ces plateaux. C'est ça le problème de l'Ukraine et c'est ça qui a été mis au cœur de la table. Est-ce que, imaginons que Donald Trump, vous dites là, il est en train de reprendre un peu les choses en main, mais si vraiment il se lassait, si vraiment il se retirait des négociations, il pourrait y avoir ajouter ce qu'on oublie quand même quand on parle de Witkoff. Witkoff, à la base, il est chargé des questions du Moyen-Orient. Ce qui se passe aussi dans cette équation, et c'est là où Trump il commence peut-être à comprendre, ou en tout cas à le dire. Est-ce qu'il ne l'avait pas déjà compris avant? Est-ce qu'il espérait? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Finalement, personne n'en sait rien. Mais enfin, il avait besoin de Witkoff et de ce que la Russie a vendu, ou en tout cas faisait mine de vendre sur la question de l'Iran. Et l'Iran aussi, c'est clé. C'est pour ça que Witkoff avait repris finalement le domaine. Ils n'ont rien obtenu, y compris sur le dossier iranien. Très vite. Il est à la charnière, Witkoff est à la charnière, parce que si les Américains parviennent à un accord avec l'Iran, ça fragilisera la relation entre la Russie et l'Iran. On est dans une sorte de jeu de domino très complexe. Witkoff se retrouve un peu à la manœuvre sur la question de la lassitude. Honnêtement, tout le monde en a marre, à commencer par les Ukrainiens et les Russes. Et je crois que cette situation, elle est tout à fait trumpienne. Et